Ce qui est juste gênant, c'est que tu ne peux pas prendre de congé en début de mois, par exemple, quand tu es contrôleur de gestion. Ça, tu ne peux pas. Il faut vraiment avoir une raison vraiment importante pour pouvoir s'absenter en début de mois. Donc, quand tu embrasses ce métier, il faut savoir que chaque début de mois, tu as la partie clôture. Donc, tu constates ce qui s'est passé. Mais une autre facette du contrôle de gestion, c'est de pouvoir anticiper un peu l'avenir. Ok. Donc, les planifications, donc le budget et les différents forecasts. Pour moi, le contrôle de gestion dans 10 ans, ça va venir très vite, dans 10 ans. Ce sera un contrôle de gestion qui sera capable de manipuler l'IA, de faire des prompts correctement. Exactement. Et d'être plus dans l'analyse. En termes de dress code, est-ce qu'il y a des différences? Oui. Oui, totalement. Enfin, il n'y a qu'à me voir. Hein. Je sais que la cravate, ça, tu as oublié, exactement, c'est terminé. Bonjour à tous, c'est Kevin de la Compta Finance. Je suis une fois de plus de retour pour une interview avec Yvan Bissé. Yvan Bissé, si vous le rappelez, pour les premiers sur la chaîne, il était la première personne que j'ai interviewée et son interview, elle est encore présente et elle avait fait un carton, si je peux me le permettre. Aujourd'hui, Yvan, il revient pour une autre interview parce qu'entre-temps, il y a eu plein de choses qui sont passées dans sa vie, dans son parcours professionnel surtout. Parce que c'est de ça dont il est question. On va revoir ensemble, présenter un métier et Yvan, il est la personne idéale pour cela. Donc, je vais laisser le son à Yvan se présenter et vous découvrirez de quel métier il s'agit peut-être. Donc déjà, bonjour Kevin et bonjour à tous ceux qui vont nous suivre. Merci déjà de me rappeler pour cette interview. Donc moi, c'est Yvan Bissé, j'ai 33 ans. Je suis camerounais et aujourd'hui, je donne mon métier directement. Je suis contrôleur de gestion dans le secteur de l'automobile depuis janvier 2024. Ok. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on parlera de contrôle de gestion. Et c'est important de signaler que Yvan était là, est passé sur la chaîne il y a quelques temps. Ça fait bientôt 2-3 ans, hein, facilement. Et à cette époque, Yvan était auditeur financier senior chez Deloitte, en poste chez Deloitte et il nous a partagé son métier, son quotidien. Et aujourd'hui, avec une nouvelle casquette, on lui demande de faire ce même exercice, de partager ce que c'est son métier et peut-être vous donner l'envie d'embrasser cette carrière de contrôleur de gestion. Tout à fait. Donc, je suis tout à fait disponible et n'hésite pas, peu importe les questions, je suis ouvert à répondre à toutes tes questions. Ok, très très important parce qu'on abordera sans doute des sujets qui intéressent au plus haut point les gens qui veulent se décider. Pas de souci. Bon, on verra ça plus tard. Mais du coup, pour commencer, c'est quoi ton métier? Si tu pourrais, s'il fallait le décrire, l'expliquer à un enfant, c'est quoi ton métier de contrôleur de gestion? De façon générale d'abord et peut-être plus spécifiquement dans l'industrie où tu exerces. De façon générale, le contrôleur de gestion permet à l'entreprise, aux opérationnels, d'atteindre leurs objectifs de la façon la plus efficiente possible. Donc, si par exemple, tu es un contrôleur de gestion et que tu travailles avec l'équipe vente d'une business unit, ton rôle, c'est de faire en sorte que le directeur opérationnel atteigne ses objectifs. Ça peut être des objectifs de vente, par exemple, de faire un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros, de vendre, je ne sais pas moi, 25 000 unités de peu importe ce qu'il vend. Ton rôle, c'est de mettre à disposition de cet opérationnel-là les moyens nécessaires pour qu'il atteigne son objectif. Donc, de façon simple, c'est ça. Mais évidemment, derrière, ça passe par plein de choses qu'il faut faire sur le plan technique, sur le plan de la communication. Donc, mais grosso modo, le contrôle de gestion est là pour accompagner les équipes dans l'atteinte de leurs objectifs. Ok. Mais quand tu l'évoques comme ça, en termes de moyens qui met à disposition, on a l'impression que tu es limite le directeur général de l'entreprise qui met en place. Peut-être ce n'est pas tous les types de moyens dont j'ai la question. Ce n'est pas les moyens financiers, ce n'est pas les moyens de ressources humaines, matérielles. De quoi il est question, si tu peux... Alors, le contrôleur de gestion n'est pas le directeur général, ça c'est sûr. Parce que le directeur général, lui, il prend des décisions. Le contrôleur de gestion n'est pas là pour prendre des décisions. Il est là pour donner tous les éléments nécessaires aux opérationnels pour qu'ils puissent prendre des décisions. Okay. Si je donne un exemple, moi je suis contrôleur de gestion, comme je te l'ai dit, dans le secteur de l'automobile.
Et je ne sais pas si je peux citer la marque, mais c'est une marque allemande qui fait de très beaux moteurs, notamment en bleu, avec 3 lettres. Donc, moi, je suis contrôleur de gestion pour ce constructeur-là. Et au quotidien, mon rôle, c'est d'accompagner, je vais vraiment être concret, je suis contrôleur de gestion pour la marque Mini du groupe BMW en France. Donc, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les équipes Mini dans leurs travaux. Donc, ça peut être dans la mise en place des prix des différentes voitures. Ok. Donc, mon rôle à ce moment-là sera de faire comprendre aux équipes qu'en utilisant ce prix, on n'est peut-être pas rentable sur le plan financier. Est-ce qu'on peut aller gratter un peu plus? C'est vraiment ce rôle de garde-fou que tu dois avoir pour permettre aux opérationnels d'appliquer le juste prix qui sera à la fois favorable aux clients, mais aussi favorable à l'entreprise. Parce que ce prix-là, bien évidemment, doit nous permettre de couvrir nos charges, mais aussi il doit être un prix psychologique pour les clients parce que les clients doivent avoir la capacité de se dire que, OK, cette voiture-là mérite ce prix. Donc, il faut vraiment jongler entre tout ça, entre le prix psychologique du client et le fait de pouvoir rentabiliser parce que bien évidemment, on est une entreprise. Le but, c'est de se faire de l'argent. Et bien sûr, ça passe par la satisfaction du client. Et le contrôle de gestion a un peu ce rôle-là. Ok, c'est très intéressant. Mais du coup, toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais donc? De quels éléments, enfin, quels sont les éléments que tu mets à disposition? Là, on a parlé par exemple de la fixation du prix, donc je suppose qu'il faut calculer un coût complet de production, ensuite mettre une marge. Et après, une fois que tu as calculé le prix ou alors que tu as discuté, mis à disposition les éléments d'analyse de prix, est-ce qu'il y a un autre aspect de ton travail que tu fais? Alors, il faut savoir que le contrôle de gestion est assez vaste, c'est assez large. Donc, tu as la partie contrôleur de gestion coût. Donc, c'est celui-là qui va effectivement travailler sur les coûts de production. Donc, c'est le contrôleur de gestion qui sera dans les usines, qui va dire, bon, voilà, pour fabriquer une voiture, on a besoin d'un châssis, on a besoin du moteur, et tous ces éléments-là constituent le coût de production de la voiture. Donc, lui, il va justement maîtriser cet aspect-là. Et maintenant, tu as le contrôleur de gestion qui est plus marge, donc la partie haute du PNL. Donc, sur toutes les problématiques du chiffre d'affaires. Donc, lui, il va vraiment travailler, par exemple, sur les prix pour s'assurer qu'on vende à un juste prix. Mais moi, par exemple, de façon concrète, je travaille aussi dans l'élaboration des programmes commerciaux trimestriels. Parce que chez BMW, on travaille avec des agents, beaucoup plus connus sur le terme concessionnaire, exactement. Moi, aujourd'hui, on les appelle des agents. Donc, si vous voulez acheter une voiture, vous pouvez aller chez un agent et vous dites que voilà, vous avez besoin d'une voiture ou d'une les caractéristiques et il peut vous proposer différentes voitures. Et tous les trimestres, on a des programmes commerciaux. Donc, ça permet aux agents de savoir que bon, ils peuvent louer une voiture, tel type de voiture à tel montant de loyer. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des gens achètent les voitures en se finançant. Donc, c'est très difficile de voir un client, parce que c'est des voitures qui ont un certain prix. Donc, c'est très difficile de voir un client de sortir le cash directement. Donc, il passe par des financements. Donc, mon travail aussi, c'est de pouvoir déterminer ce juste loyer-là qui va permettre au client d'être satisfait. Donc, le compteur de gestion, tu as la partie usine qui traite justement des coûts de production. Tu as la partie haut du PNL, donc le compteur de gestion marge, qui s'assure que quand on vend une voiture, que ce soit rentable pour l'entreprise. Mais tu as également une autre facette du contrôle de gestion, c'est le contrôle de gestion frais généraux, pour la partie frais fixes. Donc lui, il va regarder plus les salaires, les loyers, si le bâtiment est par exemple loué, donc les charges d'électricité. Donc c'est vraiment un métier très vaste et au sein d'une entreprise, tu peux avoir plusieurs contrôleurs de gestion différents justement. Mais ces différentes facettes du contrôle de gestion doivent bien communiquer parce qu'au final, c'est un produit. Alors, c'est un produit qu'on vend et ce produit doit être rentable en prenant en compte l'ensemble des éléments, à la fois frais généraux, qui dans la définition, dans la détermination du coût complet, comme je l'évoquais, ce n'est pas seulement le coût de production, mais tout ce qui sert de façon directe ou indirecte à la production de cette voiture et peut-être des services même qui permettent de les commercialiser. Tout à fait. Donc, comment est-ce que tous ces éléments-là, si chacun a... Enfin, est-ce que vous travaillez en silo ou alors il y a des interconnexions? Comment ça fonctionne? Non, on ne travaille pas en silo, fort heureusement. Pour être clair, dans le groupe où je travaille, nous ici en France, on n'a pas d'usine. Donc, il n'y a pas de contrôleur de gestion usine
dans mon groupe, en France en tout cas. L'usine est située, il y a des usines un peu partout, mais par exemple, il y a des usines en Munich, à Leipzig, en Chine, un peu partout dans le monde. Donc nous, vraiment, on ne s'occupe pas de cette partie coût de production là. Mais évidemment, on travaille pas en silo, on communique avec les autres contrôleurs de gestion, hein. Chez nous, par exemple, on a un contrôleur de gestion coût direct. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, tous les coûts qui sont directement rattachés à la fabrication d'une voiture. Donc, je travaille bien évidemment avec le contrôleur de gestion coût direct parce que à la fin du mois, quand je veux savoir quelle est la marge de ma marque, donc Mini, par exemple, quelle est la marge de ma marque, évidemment, je m'occupe de ma partie haute du PNL, exactement, chiffre d'affaires. Mais je vais aller discuter avec le contrôleur de gestion coût direct. Je lui ai dit, bon, je remarque que les coûts directs ont augmenté entre le mois dernier et ce mois, ou alors il y a une évolution par rapport à ce qu'on avait prévu au budget. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, vraiment, lui, il est au contact des opérationnels et lui, il pourra m'apporter les raisons pour lesquelles il y a eu ces fluctuations-là. Donc, le contrôleur de gestion ne travaille pas juste devant son PC, ou alors juste avec les opérationnels, mais également, il travaille avec les autres contrôleurs de gestion. Okay. Je peux aussi également discuter avec le contrôleur de gestion frais généraux. Par exemple, si je constate qu'il y a une campagne marketing, enfin la ligne marketing a par exemple augmenté, je peux aller le voir. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une campagne publicitaire spécifique ce mois qui explique que voilà, on est en dépassement par rapport au budget ou par rapport au mois précédent? Donc oui, on communique entre nous. Et ça va de soi qu'il ne faut pas rester devant son PC, il faut vraiment expliquer. Lorsque tu l'expliques, moi j'ai l'impression effectivement que tu as la vision sur la totalité du PNL. Donc, même si tu es peut-être focalisé sur la top line, sur ton chiffre d'affaires, vu que tu dois analyser la marge, tu as besoin d'avoir les éléments d'évolution, de coûts, de frais généraux, ainsi de suite. Donc, tu as une vision quand même générale. Ou alors, c'est lié au poste que tu occupes chez BMW aujourd'hui? C'est lié au poste que j'occupe chez BMW et moi, je suis vraiment contrôleur de gestion marge. Donc, typiquement, je ne m'occupe vraiment pas de la partie frais généraux, par exemple. Donc, je suis vraiment contrôleur de gestion marge. Donc, voilà, c'est le chiffre d'affaires et les différents coûts qui sont rattachés à cette marque-là. Mais pas des frais généraux. Donc, il y a vraiment une marge, on va dire, un peu brute, quoi. Exactement, c'est de la marge brute. Donc, partie frais généraux, vraiment, je ne m'en occupe pas. Il y a un contrôleur de gestion qui est spécialiste dans ça. Et si j'ai besoin d'informations à ce sujet, bon, je peux aller le voir et pouvoir avoir les explications nécessaires. Mais il faut savoir que, généralement, on a un contrôleur de gestion reporting également. Donc, qui chapeaute un peu l'ensemble. Et c'est lui qui reporte justement tous les éléments financiers au niveau du siège. Par exemple, nous, c'est à Munich. Donc, il va prendre les éléments, voilà, des frais généraux, les coûts directs, des différents contrôles de gestion marge. Il va consolider ces informations-là pour reporter tous les éléments financiers nécessaires au siège en Munich, par exemple. Ok, intéressant. Est-ce que je travaille en équipe? Comment est structurée l'équipe? Tu as des gens en dessous de toi, tu as des gens à côté de toi, des gens au-dessus de toi. C'est quoi l'organisation en fait? Alors, je n'ai pas des gens en dessous de moi. Je n'ai pas de management, mais c'est vrai qu'il y a des alternants ou des stagiaires qui viennent qu'on peut manager entre guillemets. Mais à côté de moi, comme je disais, il y a le contrôleur de gestion BMW pour la marque. Parce que mon entreprise, au service du contrôle de gestion, on est organisé par marque. Donc, tu as un contrôleur de gestion Mini, tu as un contrôleur de gestion BMW, tu as un contrôleur de gestion frais généraux, tu as un contrôleur de gestion moto, et tu as un contrôleur de gestion pour la partie coût direct ou après-vente, service après-vente. Et donc, toutes ces personnes-là sont à côté de moi. Donc, évidemment, on travaille ensemble pour les éléments que je vous ai cités tout à l'heure. Mais au-dessus de nous, il y a un responsable contrôle de gestion qui, lui, vraiment est le garant de la marge, le garant de la rentabilité du BMW Group en France. La marge totale, la marge nette de tous les trucs. Exactement. Parce que quand moi, je suis responsable de la marge Mini et qu'un autre responsable de la marge BMW, lui, il est vraiment le responsable de toutes les différentes marges. Et c'est lui qui est beaucoup plus en communication avec les membres du CODIR, etc. Et c'est lui qui a la vision sur par produit, quels sont ceux qui performent plus ou moins et qui peut du coup avec cette information, comme toi tu le fais à ton échelle, communiquer à ceux qui dirigent beaucoup plus haut. C'est ça. Et de demander s'il y a peut-être des actions commerciales, de marketing, je ne sais pas trop quoi à faire à tel ou tel endroit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôleur de gestion doit être l'expert de son domaine. C'est-à-dire que si le responsable contrôle de gestion, il n'est pas dans l'opérationnel, lui, il a vraiment une vision beaucoup plus globale. Donc, si le management lui pose une question sur la marque Mini,
il peut avoir la réponse parce que voilà, il a l'expérience, il connaît les ordres de grandeur. Mais s'il veut avoir une info précise, quelle est la marge d'une voiture particulière, de la Mini Cabriolet à fin mars, il peut avoir un ordre de grandeur, mais s'il veut avoir la marge exacte, il vient voir le contrôleur de gestion Mini. Donc, c'est vraiment moi, la personne référente pour la partie Mini. Et donc, c'est toi qui as toutes les informations chiffrées et non chiffrées, normalement. Et lui, il est capable de mettre tout cela ensemble et de pouvoir communiquer avec le management beaucoup plus haut. Ok, ça marche. Du coup, pour avoir ces éléments-là chiffrés que tu analyses, les informations proviennent d'où? Toi, tu les récupères comment? Est-ce qu'il y a un système d'information, un ERP en place, ce qui vous permet d'avoir les infos justement mensuelles, trimestrielles, je ne sais pas c'est quoi On a des outils. Donc, heureusement, on a des outils qui nous permettent d'avoir des informations chiffrées. Donc, on a des ERP. Par exemple, nous, on utilise SAP, qui est assez connu, qui est un ERP assez connu. Très connu sur la place. Exactement, on utilise SAP, on utilise d'autres logiciels qui sont beaucoup plus internes à l'entreprise que tu ne retrouveras pas forcément ailleurs. Et l'outil au quotidien, c'est Excel. Donc, il faut vraiment être assez à l'aise sur Excel parce que c'est l'outil que tu manipules au quotidien. Il ne faut pas avoir peur d'Excel, il ne faut pas avoir peur des chiffres. Donc, et ça me permet de revenir à la question des atouts et compétences qu'il faut avoir pour vraiment mener à bien ce métier. Il faut aimer les chiffres, donc il ne faut pas avoir peur des chiffres, il faut aimer manipuler ces chiffres-là, que ce soit à travers Excel ou d'autres outils. Il faut savoir communiquer, parce que le contrôleur de gestion, lui, il a la connaissance financière, mais souvent tes interlocuteurs, ce n'est pas forcément des financiers, c'est des opérationnels qui sont vraiment experts dans leur domaine, mais qui n'ont pas forcément de compétences financières. Donc, il faut pouvoir expliquer des données financières de façon simple pour que ces personnes comprennent et puissent prendre rapidement des décisions. Donc, il faut avoir cette... Et par rapport à ça, est-ce que tu fais souvent des présentations à des comités particuliers avec des personnes qui, justement, doivent prendre des décisions? Oui. Globalement, le contrôleur de gestion, c'est un métier assez rythmé. Donc, généralement, tous les débuts de mois, on a ce qu'on appelle les clôtures mensuelles. Donc, une clôture mensuelle te permet de faire le récapitulatif des événements qui se sont passés durant le mois. Donc, ça te permet de sortir ton chiffre d'affaires, ça te permet de sortir ta marge, ça te permet de sortir tes différents coûts. Et donc, à chaque clôture, normalement, à la fin de la clôture, tu prépares une business review, par exemple. Tu présentes les données chiffrées aux opérationnels. Donc, moi, par exemple, si je suis contrôleur de gestion Mini, je peux me dire tous les mois, par exemple, je peux présenter les données chiffrées au directeur Mini France. Et ça dépend de chaque entreprise. Dans certaines entreprises, ça se fait une fois par mois. Dans d'autres, ça se fait une fois par trimestre. Et ça dépend vraiment de la... En fait, c'est une discussion qu'il faut avoir avec l'opérationnel. Il faut vraiment aller le voir et lui demander quelles informations tu as besoin, dans quelle temporalité. Et c'est à lui de te dire, j'ai souvent besoin d'avoir telle information, telle information, telle information. Une fois tous les 2 mois, par exemple. Donc, c'est à toi de construire justement les éléments nécessaires pour pouvoir travailler sur PowerPoint. Il faut être aussi bien bon sur PowerPoint pour pouvoir présenter de façon claire et limpide les informations chiffrées là. Donc, on a les clôtures mensuelles où on utilise tous les outils qu'on a, que ce soit Excel, SAP, tous les outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir avoir les informations qu'il faut. Ok, c'est intéressant. Donc, en termes de compétences, tu disais justement, il faut être à l'aise avec les chiffres. Ça me fait penser à notre métier. Il faut être un bon communicant pour être capable de vulgariser, alors de présenter de la façon la plus simple possible ces éléments chiffrés des opérationnels en fonction de leurs besoins. Et par rapport à cela, sur les présentations qui sont faites aux opérationnels, est-ce qu'il n'y a pas aussi des présentations qui sont faites plus haut? Bien sûr. Par exemple, au responsable du contrôle de gestion, ou alors peut-être même plus haut, peut-être le responsable du contrôle de gestion, il t'embarque dans une réunion qu'il doit avoir avec des membres du board, je dis n'importe quoi, ceux qui veulent avoir la vision de, mais en fait, cette boîte-là, comment est-ce que ça tourne et ainsi de suite. Bien sûr. Après, moi, je ne fais pas de présentation au responsable contrôle de gestion. Donc, des présentations que je fais, parce que vraiment, nos clients, entre guillemets, en interne, sont les opérationnels. Mais dans notre groupe, il peut y arriver que les membres du board monde viennent sur BNW France. Donc, vous pouvez imaginer que c'est des moments de stress parce qu'il faut présenter des éléments. Et il faut vraiment être hyper rigoureux dans ce qu'on présente parce que quand tu as le directeur financier monde
qui vient chez BMW France, il faut pouvoir présenter des données qui sont claires, qui sont correctes. Et il faut avoir vraiment son histoire derrière. Donc, oui, on fait des présentations aux opérationnels, mais on fait aussi des présentations, pas nous personnellement, hein, parce que quand le directeur financier vient, je dis bien que ce n'est pas moi, contrôleur de gestion mini, qui présentera les chiffres. Non, c'est plus là vraiment notre responsable contrôle de gestion et d'autres directeurs même qui présentent les informations. Mais oui, justement, il passe par nous. Parce que s'il a besoin d'une présentation précise pour la marque mini, bien évidemment, il va se retourner vers moi pour que je puisse fournir les éléments chiffrés et voilà. Et même dans la préparation de ces slides-là ou alors de ces éléments reportés, il te sollicitera. Exactement. Ok, bah, ça me permet de savoir du coup en termes de journée ou alors, comme tu as parlé de cadencement tous les mois, mais si on doit prendre, vu que c'est à la fin du mois où il y a un peu la grande charge de travail, si on arrive à une clôture, je ne sais pas combien de temps vous avez besoin pour finaliser la clôture, mais une journée de cette période de clôture, ça correspond à quoi? Alors, déjà, la clôture, c'est en plusieurs jours. Ce n'est pas en un jour, sinon ce serait très beau. Et ça dépend des entreprises, hein, des informations que vous avez à remonter. Donc, chez nous, la clôture, c'est 4 jours. On dit souvent J+4, non, les 4 premiers jours du mois. J+4, il faut avoir déjà... Exactement, il faut avoir terminé, il faut avoir passé toutes ces écritures. Si on a des écritures manuelles à faire passer, il faut faire passer toutes ces écritures à J+4. Donc, le premier jour, par exemple, nous, voilà, c'est le premier jour de clôture est un peu calme. Parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, toutes les facturations ne sont pas encore bien faites. Donc, c'est un jour où c'est plutôt calme. On prépare plutôt nos fichiers de clôture. Voilà, on met à jour nos fichiers, on prend les fichiers du mois précédent. C'est vraiment tout simple. Hein. On crée un dossier. Si, par exemple, je dois faire la clôture de février, je crée le dossier de février. Je commence à rapatrier les fichiers que j'ai utilisés en janvier, dans le dossier de février, je mets à jour en attendant de recevoir les éléments. Donc, le deuxième jour, je traite le chiffre d'affaires. Donc, pour ma marque, je traite le chiffre d'affaires. Donc, j'attends le go de la comptabilité. Puis, on me dit, bon, c'est bon, j'ai fait toutes les écritures que je devais faire, j'ai fait toutes les vérifications à mon niveau. Donc, comptablement, on est OK. Je te laisse la main. Parce qu'il faut savoir que nous, on a la partie analytique. Donc, la comptabilité vérifie si tout est bien passé, selon les règles, et ensuite nous passe la main. Nous, maintenant, on rentre un peu plus dans le détail, de savoir, bon, quel est le chiffre d'affaires que j'ai fait sur une marque bien précise, quel est le chiffre d'affaires que j'ai fait sur une autre marque. Et voilà, donc moi, le premier jour, c'est vraiment la partie chiffre d'affaires. Je vérifie l'allocation analytique du chiffre d'affaires, je vérifie que tout est correct. Et le deuxième jour, je prends maintenant la partie charge. Charge opérationnelle. Et il faut savoir que dans notre groupe, on discute, on ne travaille pas seulement avec les opérationnels ni avec notre management, mais on travaille avec les autres entités du groupe. Il faut savoir que chez nous, on a la partie finance, donc BMW Finance. Donc, je peux être amené à discuter avec les contrôleurs de gestion finance. Parce que voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un client, quand il vient, il se fait financer. Donc, il se fait financer par BMW Finance. Donc, forcément, on discute avec les gens, nos collègues de BMW Finance. Ils doivent nous envoyer certains éléments. Donc, tu ne travailles pas seul. Donc, tu attends qu'on te transmette des éléments. Tu retraites. Et le troisième jour, généralement, on l'utilise pour passer nos écritures, les écritures manuelles. Donc, si on a besoin de passer des provisions manuelles, par exemple. Et voilà, on utilise ce troisième jour-là pour faire passer les provisions manuelles. Et quand on dit, pour qu'on comprenne bien, lorsqu'on dit passer les provisions manuelles, c'est demander au service comptable les passer, c'est ça, ce sont les écritures comptables dont on parle. Exactement. Donc c'est demander, ou alors c'est peut-être, ou alors si vous-même vous avez la main pour les passer, mais ça m'étonnerait. Mais c'est donner des instructions au service comptable pour passer les provisions, c'est ça? Exactement. Donc si par exemple, comme je me disais, on fait des programmes commerciaux trimestriels. Donc si par exemple le responsable des programmes commerciaux mini me dit qu'à fin mars, moi j'ai besoin de 20 millions pour financer mes campagnes. Il me dit, OK, j'ai besoin de 20 millions. Et après, moi, je regarde sur ces 20 millions, qu'est-ce qui a déjà été payé, par exemple. Il a déjà été payé, par exemple, 15 millions. Donc, je me dis, je dois passer 5 millions de provisions manuelles parce que c'est des charges qui vont arriver. On a déjà eu du chiffre d'affaires sur ces véhicules-là. Donc, forcément, il faut constater la provision sur ces charges-là. Donc, moi, j'envoie la consigne à la comptabilité pour passer cette provision manuelle de 5 millions. Donc, on travaille également avec la comptabilité, c'est comptable,
Vraiment, pendant les clôtures manuelles, on travaille avec eux et je leur fais passer des écritures manuelles par rapport à ça. Ok, donc effectivement, là, c'est notre compétence à avoir d'être à l'aise avec les écritures de clôture et C'est dans ça, les aspects comptables purement. exactement. Quelles sont les écritures de régularisation qu'on doit passer à la fin d'année, lorsqu'il y a, enfin pas fin d'année, mais lorsqu'on fait une clôture, qu'elle soit mensuelle ou alors annuelle. Donc effectivement, il faut avoir ces éléments-là C'est pour ça, ne pas louper ces écritures qui sont liées purement au cut-off. exactement. Si- Exactement. Il faut vraiment comprendre la comptabilité. Il faut ouais. vraiment avoir de bonnes notions, de connaissances solides en comptabilité, pouvoir comprendre comment ça se passe. Et même quand tu as besoin de certaines informations, il faut pouvoir entrer dans les logiciels comptables, dans l'ERP, dans SAP par exemple, comprendre comment les écritures sont passées, quel est le lien qui est entre les écritures. Quand tu fais passer cette écriture, voilà, ça impacte quel numéro de compte particulièrement. Parce que voilà, la comptabilité, eux, quand tu leur demandes de passer une écriture, ils la passent, hein, parce que voilà, tu as le droit de leur demander de passer une écriture et eux, ils passent l'écriture que tu demandes. Après, évidemment, quand tu as beaucoup plus d'expérience en compta, tu peux remettre en question l'écriture qu'on te demande de passer. Mais vraiment, la responsabilité, c'est à toi, le compteur de gestion, parce que c'est toi qui demande à la compta de faire passer une écriture. Ok. Donc, il faut vraiment comprendre les schémas comptables et ça te permettra d'être beaucoup plus à l'aise dans ton travail. Donc, oui, en clôture mensuelle, on travaille avec les opérationnels parce qu'ils ils te déclarent leurs besoins et avec la compta, si tu as des écritures manuelles, par exemple, à faire passer. Et à la fin, justement, le but, c'est de faire des présentations aux opérationnels, cette fois-ci, pour leur expliquer ce qui s'est passé durant le Ok. mois et les différents écarts. Donc ça, c'est la période, on va dire, un peu chargée, fin Voilà. de mois ou alors début de mois prochain, où vous êtes booké pendant 4 jours et je suppose, c'est pas d'heures, vous travaillez énormément. Enfin, c'est quoi le volume horaire que tu fais pendant cette période précisément? Honnêtement, ça va. Ce n'est pas la période la plus dense. Ah, il y a une autre Il y période a une plus autre dense que période, celle-ci. exactement. Ok, Donc, les bah, clôtures tu nous... mensuelles, je vous en parlerai. Les clôtures mensuelles, voilà, c'est tous les mois. Donc, en fonction de l'expérience que tu as sur tes missions, au début, forcément, ça te prend plus de temps parce que le temps de comprendre les fichiers, comment fonctionne l'entreprise. Tu peux faire du 9h, 20h. Mais quand une fois que tu as maîtrisé T'as comment ça se maîtrisé, passe, tu fais du 9h, 18h30, 19h. Honnêtement, ok, ça va. ok. Parce que voilà, c'est quelque chose que tu fais tous les mois. Et Donc, à force, à tu force, ouais, maîtrises effectivement, exactement. tu Donc, sais comment ça se ça passe. va. Ce qui est juste gênant, c'est que tu ne peux pas prendre de congé en début de mois, par exemple, quand tu es Ah, compteur ah de oui, gestion. Ça, tu ne peux pas. C'est vraiment, il faut vraiment avoir une raison vraiment importante pour pouvoir s'absenter en début de mois. Donc, quand tu es compteur, quand tu embrasses ce métier, il faut savoir que chaque début de mois, tu dois être là. En fonction du nombre de jours que ça vous demande ah pour oui, faire une donc, c'est clôture. vrai que tu peux pas avoir 3 4 semaines enfin, qui se chevauchent sur 2 mois. Quoi. Si tu prends 3 semaines, c'est les 3 dernières semaines du mois, si le mois en a 4. Enfin, ouais. Exactement. Ok, C'est impossible. Et le seul avantage à ce niveau, c'est que les entreprises ne font pas des clôtures mensuelles tous les mois. tous les mois. Il y a des Oui, entreprises qui font 11 clôtures sur oui. 12 mois. Moi, Peut-être le j'en ai mois pas. d'août, je sais pas, il n'y a pas besoin. Enfin, Exactement. je pense comme ça que peut-être il n'y a pas besoin de faire une clôture en août. Quoi. En août, c'est Exactement. genre un peu calme. C'est calme, exactement. Donc, il y a des entreprises qui ne clôturent pas en août, mais nous, on clôture en août, par Ok, exemple. bon, Nous, on ne clôture pas en janvier, donc en début ok. février, il n'y a pas Il n'y a il y a pas pas de... de clôture. Donc, tu peux prendre tes congés en début février, mais c'est vraiment le seul début de mois où tu peux partir, hein. Mais Ok. le reste, tu dois être là. Et la période encore plus chargée que la fin du mois, c'est laquelle du coup? Le compteur de gestion, tu as la partie clôture, donc tu constates ce qui s'est passé. Mais une autre facette du compteur de gestion, c'est de pouvoir anticiper un peu l'avenir. Ok, Donc, les planifications, donc le budget et les différents forecasts. Donc, le budget te permet de te dire, par exemple, le budget fait en fin, si je veux faire le budget de l'année 2027, par exemple, donc ça va se faire en fin d'année 2026. Donc, par exemple, durant le mois de novembre, on va s'asseoir et on va discuter avec les opérationnels qui vont nous dire, bon, pour l'année 2027, notre objectif, c'est de faire, de vendre, je dis n'importe quoi, hein, vraiment un chiffre, n'importe quel chiffre. On doit vendre 50 000 mini, par exemple, ok, en 2027. Pour que j'atteigne cet objectif, j'ai besoin de ça, 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 ça. Donc toi, le compteur de gestion, ce sont des armes qui te permettent de mettre tes éléments chiffrés. exactement. Donc tu sais Pour déjà construire ton budget. exactement, tu sais qu'il doit faire 50 000 véhicules et tu sais que voilà, bon, dans chaque voiture, il va te dire, bon, tu sais 50 000, je dois faire 10 000, je ne sais pas moi, cabriolets,
5000 F65 par exemple. Et en fonction de ça, tu sors un chiffre d'affaires. Donc, tu dis, bon, si tu respectes ces 50 000 véhicules, voilà le chiffre d'affaires que tu feras. Et toi, tu m'expliques que pour faire ce chiffre d'affaires, tu as besoin exactement, tu as besoin de ces charges-là. Donc, le compteur de gestion, justement, discute avec les opérationnels pour avoir ces objectifs-là. Et maintenant, opérationnellement, il faut rentrer toutes ces informations dans des outils qu'on a. Et ça prend énormément de temps. Et c'est des phases quand même assez denses. C'est pas très long, fort heureusement, parce que voilà, ça nous prend 4 jours, bon, une semaine, franchement, pour faire un budget. Et c'est vrai que c'est des périodes assez denses où tu peux venir le matin à 8 heures. Et en fonction des difficultés que tu peux avoir, tu peux rentrer très, très, très tard le soir. Très, très tard. Mais il y a des fois où ça se passe plutôt bien, où on fait du 8h, voilà, 8h, 21h, quand tout va bien. Tout va bien. Exactement. J'ose imaginer quand tout ne va pas bien. Quand tu tombes sur des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, ça peut aller à beaucoup plus Après minuit? ça. Oui, ça m'est déjà arrivé d'aller après minuit, mais bon, c'est vraiment en fonction de chacun, hein. Et l'avantage, c'est qu'on a une équipe vraiment soudée. Donc, quand on reste, hein, on charbonne et tout. Parfois, on fait même du télétravail, on est à la maison, on charbonne, on communique. Mais ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Et si on a des difficultés, mais généralement, ça se passe bien. Donc, fort heureusement, la plupart du temps, ça se passe bien. En tout cas, on fait tout pour que ça se passe bien. Donc, on rentre à 21h, autour de 21h par là. Ok, ça marche. Donc, les prochaines questions que je vais aborder avec toi, c'est sur le télétravail et aussi l'IA. On peut pas, à l'heure actuelle, ne pas évoquer l'IA et comment il modifie, il réorganise les organisations. Mais avant ça, si on faisait un point sur une journée, sur la période de l'année qui est plus calme, en milieu de mois, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus chill? Est-ce que tu fais du 9h, 17h? Enfin, comment tu t'occupes pendant cette période-là qui est un peu creuse, j'ai envie de dire? Alors, oui, il y a des périodes creuses, c'est-à-dire, comme je vous le disais, on ne fait pas de clôture en février. Donc, une fois qu'on a fait la clôture annuelle du mois de janvier, il faut qu'on a répondu à toutes les questions des commissaires aux comptes. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je suis audité sur mon travail. Donc, une fois qu'on a fait ça, entre la fin du mois de janvier et la fin du mois de février, c'est vraiment une période vraiment tranquille parce qu'on n'a pas de clôture en février à faire. Et donc, tu profites de cette période-là pour faire des projets. Tu avais ensuite tes projets à plus long terme. Si tu avais une idée d'automatiser, par exemple, une tâche, un process, tu utilises cette période-là pour automatiser tes process. Il faut savoir que dans le secteur de l'automobile, c'est un secteur qui évolue rapidement. Donc, à chaque fois, tu as des nouvelles lois qui interviennent. C'est un marché hyper concurrentiel. Donc, même pendant cette période-là, tu as des analyses à faire. Donc, une autre facette du contrôleur de gestion en dehors des missions classiques, clôture mensuelle, budget, c'est de faire des analyses. Donc, le management va par exemple te demander, bon, je constate que le chiffre d'affaires de cette voiture augmente de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ça? Et donc, ça te permet de revoir, par exemple, tout ce qui s'est passé depuis le mois de, je sais pas moi, de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le chiffre d'affaires augmente? Ça peut être des raisons internes, comme ça peut être des raisons externes. Exactement. Il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui impactent notre activité. Il y a par exemple eu en fin d'année 2024 les taxes douanières pour tous les véhicules qui sont fabriqués en dehors de l'Union européenne. Donc, quand du jour au lendemain, entre guillemets, tu te prends 5 000 € de taxes douanières, que tu dois prendre en compte dans tes charges, ça fait mal et c'est vraiment du concret. Parce que ce que tu vois à la télé, dans les informations, ça se traduit directement dans ton travail. Donc, il y a pas mal d'analyses qui sont faites à propos de ça. Des analyses même sur l'avenir. Donc là, nous, on fait des analyses jusqu'en 2030. Typiquement, la semaine prochaine, je dois travailler avec mon responsable sur la marque Mini entre 2027 et 2030, sur la marge qu'on aura potentiellement dans ces années-là. Une espèce de PMT, plan moyen terme. C'est des projections qu'on fait et en fonction des malus qu'on aura. Les malus, c'est des taxes, des pénalités qu'on applique sur les véhicules en fonction de certains éléments, du poids, voilà, des émissions CO2. Donc, on essaie d'anticiper les malus qu'on aura en 2030 et quelle sera la marge du Mini dans ces années-là.
Ok. Donc, il y a pas mal d'analyses qui sont faites pendant ces périodes de creuses-là et des projets aussi en interne, évidemment. Ok, ça marche. Euh, du coup, si on embraye sur l'IA, l'IA aujourd'hui, et ça, moi, je le vois aussi dans mon métier actuel, ça, je crois que ça impacte la plupart des organisations, la plupart Ouais. des métiers. Est-ce qu'il y a des projets, des éléments concrets dans ton métier où l'IA intervient ou alors compte intervenir très bientôt et ça se présente en fait, c'est quoi les cas d'usage que toi tu peux avoir? Alors, l'avantage, c'est qu'on est dans un groupe qui anticipe Ok, pas mal de choses, y compris l'intelligence artificielle. On a notre intelligence artificielle en interne hein, qui s'appelle Gaia. Donc, d'accord. c'est notre chat GPT que tu peux utiliser au quotidien. Hein. Si, par exemple, tu as un mail à faire à toute l'entreprise, c'est pas. Moi, je sais, par exemple, le responsable contrôle interne de l'entreprise. Parfois, tu as des mails assez cadrés hein, à envoyer à toute l'entreprise pour faire la situation, par exemple, du contrôle interne chez BMW. Tu peux te servir de Gaia pour avoir un mail, pour rentrer directement dans l'information, avoir un mail assez concret pour que tu aies l'information de façon directe. Donc, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Tu peux aussi utiliser l'intelligence artificielle pour tes travaux, vraiment au quotidien. Je sais, par exemple, j'ai un collègue à la comptabilité qui a travaillé avec l'espace. On a un expert vraiment IA IA ouais, qui est là pour accompagner toutes accompagne les les gens pour équipes. mettre en place Exactement. des cas d'usage concrets. Qui a travaillé avec, sur un projet avec un collègue de la comptabilité. Et voilà, de ce qu'il disait, ça leur a permis d'avoir un gain de temps assez important pour des tâches répétitives qu'ils faisaient tous les jours. En ouvrant un fichier Excel, il expliquait que rien que pour ouvrir le fichier Excel, parce que le fichier Excel devenait tellement lourd Ouais. que c'est un fichier qui avait un historique qui allait Ouais. jusqu'à vraiment loin dans le temps. Donc, juste ouvrir le fichier Excel lui prenait 5 minutes. Donc, il a travaillé avec l'expert IA qui a permis de faire en sorte que ça se fasse de façon intelligente, de façon automatique aujourd'hui. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on prend à bras le corps chez BMW en tout cas, et c'est plutôt avantageux. On a aussi également Copilot, Copilote qui est de une Microsoft. extension de Microsoft, exactement, qui te permet de t'accompagner, comme on utilise par exemple Excel aujourd'hui, beaucoup Excel. Ça peut t'accompagner si tu veux faire n'importe quelle tâche sur Excel et tu n'as pas l'information sur la formule exacte. Exactement, tu peux lui faire un prompt, tu lui poses la question. Maintenant, le prompt, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Donc, tu peux faire un prompt voilà, pour qui te permet de t'accompagner sur ce que tu veux faire sur Excel. Donc, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de projets qui sont mis en place dans ce sens-là chez BMW. Et il faut savoir que c'est vraiment un enjeu hyper important parce que moi, je pense qu'après ça, c'est vraiment mon avis personnel. L'IA va vraiment permettre au compteur de gestion de transformer un peu son métier. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps dans la collecte de la donnée plutôt que dans l'analyse. Parce que là, on est vraiment impactant, c'est dans l'analyse. Or, aujourd'hui, de façon générale, on passe encore beaucoup de temps dans la collecte de la donnée. Voilà. Pour avoir une information chiffrée, c'est rarement, tu vois, dans un outil Voilà. Ça existe à un tas des outils, mais pour arriver à un niveau de détail vraiment important, parfois il faut faire encore des calculs Excel, il faut faire des rapprochements entre plusieurs outils. Et l'IA va nous permettre d'avoir la donnée en une seconde, rapidement, peu importe le niveau de détail que tu veux. Et ça va transformer ce métier-là. Pour moi, le contrôle de gestion dans 10 ans, ça va venir très vite hein, dans 10 ans. Ce sera un contrôle de gestion qui sera capable de manipuler l'IA, de faire des prompts correctement et d'être plus dans l'analyse et même dans la prédiction. Parce que voilà, quand on discute avec l'expert IA, ça va nous permettre par exemple de faire nos forecasts en, je sais pas, en 2 jours. Donc tu dis voilà ce qu'on prévoit de faire, tu fais un prompt, tu expliques ce que tu veux et lui il te fait un forecast Exactement, en fait, tu as des scénarios, tu ajustes en fonction de ce que ça te sort. Exactement. Bref, tu as plusieurs scénarios, central, bad case, worst case, ainsi de suite. Donc vraiment, le contrôle de gestion sera plus vraiment un contrôle de gestion qui va parler de l'avenir plutôt que de constater ce qui a déjà été fait. Parce que quand tu fais une clôture mensuelle, tu constates ce qui a déjà été fait. Et ce qui a déjà été fait, c'est du passé. Et quand tu es dans une industrie qui évolue rapidement,
il faut pouvoir anticiper les choses et voir beaucoup plus loin. Donc, Mais déjà, quand tu constates ce qui a été fait, J+4 ou J+4, c'est déjà cool. oui, c'est ça. Donc, c'est déjà très, très bien, en tout cas en termes de Tout à fait. performance. J+4 pour avoir l'information et de pouvoir s'appuyer sur ça pour pouvoir décider, c'est très bien parce que tu as encore des entreprises aujourd'hui, malheureusement, qui ont de l'information J+20, J+30 et autres. Et ça, oui, c'est dans vrai que un environnement qui évolue rapidement, c'est tard. oui, c'est J+30, tu as déjà un autre mois qui est passé, tu n'as C'est pas ça. pu implémenter, Tu es déjà je dans l'autre suppose, clôture. Donc. des actions pour modifier. C'est ça. Je suppose qu'il y a aussi la partie analyse des écarts. Pourquoi est-ce que le réel n'est pas ce que j'ai budgétisé? C'est Et ça. pour prendre des actions, il faut avoir cette analyse-là le plus tôt. Exactement. Quand tu es dans un marché qui est hyper concurrentiel comme le nôtre, clôturer à J+4, c'est vraiment important. Et communiquer l'information aux opérationnels à J+5, J+6, ça permet justement à l'opérationnel de se réadapter. S'adapter, s'ajuster, de prendre des actions. Exactement. Pouvoir faire mieux les mois précédents, pouvoir comprendre pourquoi on a bien fait le mois passé et répercuter les mêmes procédés sur les mois qui suivent. Ok. Si on se focalise maintenant sur ton entreprise, est-ce que quelle est la politique de télétravail de façon générale? Depuis le Covid, il y a eu pas mal de démocratisation de cette façon de travailler, cette nouvelle façon de travailler. Mais depuis quelques mois, on va rester là. Certaines entreprises rappellent les salariés au travail. Je ne peux pas citer des banques comme Société Générale qui, je crois, a été la première banque à visser cette notion de télétravail. Comment ça se passe chez BMW? Est-ce qu'il y a de la flexibilité? Est-ce qu'on vous rappelle au travail massivement? Non, chez BMW, on a la même politique. Depuis que je suis arrivé, c'est la même politique. Jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Donc, c'est la même politique qu'on a aujourd'hui. L'avantage chez BMW, c'est que nous sommes des salariés consciencieux. Voilà. Oui, donc, à partir de là, effectivement. Donc, le management nous fait confiance. Que tu sois à la maison ou au travail, tu es efficace. Peut-être même que tu peux être plus efficace en étant en télétravail parce que tu élimines le temps de trajet. Aller-retour. Aller-retour. Donc, tu te réveilles le matin, tu prends ta tasse de café et tu peux directement être devant ton ordinateur à travailler. Et même le soir, au lieu de finir à 18h30, tu peux te dire, bon, je suis déjà chez moi. Je peux prolonger 1 heure de plus ou 2 heures de plus. Et voilà, tu ne sens pas le temps passer. Donc, notre management nous fait confiance. Donc, on a jusqu'à 3 jours de télétravail chez nous. Et voilà, les gens, tu as jusqu'à 3 jours. Donc, les gens ne prennent pas forcément les 3 jours. Parce que tu as des gens qui préfèrent être là. Oui, exactement. Donc, connecter aussi, discuter avec des personnes. Ça aussi, ça a beaucoup manqué pendant le Covid. Donc. Exactement. Ok, c'est clair. J'ai rappelé au début que tu es passé sur la chaîne en tant qu'auditeur. Tu as fait la bascule, mais du coup, pourquoi est-ce que tu as laissé ce métier d'auditeur que tu présentais? Tu vantais d'ailleurs et tu encourageais beaucoup à l'embrasser comme métier. Pourquoi tu as fait le move vers le contrôle-gestion et est-ce que c'est un move naturel dans la continuité en termes de ce que tu as appris ou alors ce que tu as fait en tant qu'auditeur, tu réutilises aujourd'hui en tant que contrôle-gestion? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu faire du contrôle de gestion, très honnêtement. Donc, quand on regarde mon parcours, même tous mes différents stages, quand j'étais étudiant, mon premier stage, je l'ai fait en business analyst, mais les 2 derniers, je les ai fait en contrôle de gestion. Donc, quelque part, je savais déjà ce que je voulais faire. Mais en discutant avec des aînés académiques, des grands frères qui travaillaient déjà, ils m'ont conseillé de commencer par de l'audit. Donc, vraiment, l'audit, c'était une case de passage. Parce que je savais que c'était très formateur. Tu apprends beaucoup, tu apprends rapidement. Tu as des compétences techniques, tu as des compétences humaines que tu développes parce que voilà, tu travailles au sein d'une équipe comme un contrôleur de gestion. Il faut être très rigoureux comme dans le contrôle de gestion. Tu travailles avec des délais serrés comme dans le contrôle de gestion. Donc, ça te permet vraiment, ça facilite justement la bascule, comme tu le disais tout à l'heure, entre l'auditeur et le contrôle de gestion. Parce que vraiment, toutes les compétences, tous les atouts que tu développes en audit te servent en contrôle de gestion. Et tu as la partie comptabilité. Parce que quand tu es auditeur, tu rentres dans la comptabilité de l'entreprise et ça te facilite quand tu es contrôleur de gestion plus tard. Donc, c'est vraiment des métiers, même dans la partie communication. Parce que quand tu es auditeur, tu peux être amené à faire des présentations à tes équipes, enfin, à tes clients. À ton client. Et donc, ça aussi, ça t'aide quand tu es contrôleur de gestion. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est
c'est des métiers qui sont vraiment... tu peux faire de l'audit et tu peux être un très bon compteur de gestion. Ça va de soi. Ça va, ça. Ok. Bah, effectivement, comme on le dit déjà à plusieurs reprises sur la chaîne, l'audit très souvent est utilisé comme un tremplin. C'est ça. Et l'organisation, le business model même des cabinets fait que il faut qu'il y ait des gens qui partent pour que ça continue à tourner. Comme on le rappelle, c'est une pyramide. Donc, C'est ça. plus tu montes, moins il y a de personnes. Ces personnes, elles disparaissent pas. Il C'est faut ça. qu'elles partent, trouver un autre métier. Et Mhm. généralement, c'est formateur, c'est rigoureux, c'est carré et ça permet d'aller vers des métiers comme le contrôle de gestion que Yvan fait aujourd'hui. En termes de dress code, est-ce qu'il y a des différences? Oui. Oui, totalement. Enfin, il n'y a qu'à me voir, hein. Je sais que Costume, la cravate, précédente, ça, tu as oublié, c'est ça? exactement, c'est terminé. Vraiment, enfin, depuis que je suis parti en audit, je porte plus de costume pour aller au travail, hein. Contrôle de gestion, c'est vraiment décontracté, hein. Enfin, comme ça, un pull, pantalon et tennis. Franchement, c'est détente, il y a pas de stress. Il n'y a aucun jour où je dois venir en costume, hein, parce que Même les jours de présentation au non. board qui vient de Munich là et tout, non? Justement, comme c'est pas moi qui présente, donc Oui, ça, par tu contre, n'es pas concerné. exact. Oui. Par contre, mon responsable, quand les membres du board viennent, lui, il a un Ouais. costume, il a un costume cravate, il se met bien. Mais nous, comme on ne fait pas de présentation au board, on vient comme tous les jours, hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien parce que voilà, pour moi, c'est mieux, hein, de sortir de la maison décontracté plutôt que d'avoir toujours la cravate serrée. Ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, Cravate je préfère. serrée, c'est mode. Ce que toi, tu considères comme étant serré, d'autres l'apprécient et ils aiment se mettre dans cet accoutrement, dans cet uniforme C'est vrai que et ça leur va bien. Après, moi, je pense que costume, cravate, enfin peut-être pas vraiment cravate, mais un costume, ça a son charme, ça a son cachet, ça apporte quelque chose. Bon, puis ça dépend. Imagine un contrôleur de gestion usine. Tu travailles dans une usine. oui, Tu vas pas y aller là, il te en faut ton bleu costume. de chauve de travail. Non, je suis Exactement. d'accord, mais c'est pas ton cas. Voilà, c'est pas mon cas, mais je suis dans des bureaux, c'est vrai. Mais honnêtement, même dans les autres services, tu as très très peu de personnes qui Qui viennent en sont, costume, hein. ok. À part les directeurs de département, certains directeurs de département qui peuvent venir en costume. Mais honnêtement, non, c'est plutôt décontracté, franchement, tous les jours de l'année. Ok. Pour finir, on va aller sur quelque chose peut-être qui intéresse le cash. Qu'est-ce que ça rapporte un contrôle de gestion? Et peut-être avant, j'ai fait dernièrement une vidéo où j'expliquais le métier de contrôleur financier. Et j'ai eu pas mal d'interpellations sur ce terme dans le contenu qui s'apparente de près ou de loin au contrôle de gestion. Et du coup, j'aimerais avoir ton avis. C'est quoi la différence entre les deux, contrôle de gestion, contrôle financier? On a l'impression que tout le monde, que ces deux métiers en tout cas, et peut-être aussi business analyst. Tu m'as dit que tu as fait du business analyst. C'est quoi la différence entre ces métiers? On a l'impression que c'est la même chose. Le contrôle de gestion, c'est, enfin, comme je l'ai expliqué là, hein, tu permets à l'entreprise d'atteindre ses objectifs en utilisant les moyens les plus efficients possibles. Chez nous, en tout cas dans notre groupe, le contrôleur financier, il est dans le service comptabilité. Okay. Et de façon plus globale, le contrôleur financier, c'est quelqu'un qui fait par exemple de la comptabilité et en plus de ça, il fait la consolidation. Donc, c'est souvent rattaché à ça. Donc, le contrôle de gestion, c'est vraiment contrôleur de gestion. Peut-être que les gens mettent financier parce que finance, ça fait plus classe, je ne sais pas. Mais vraiment, le contrôleur de gestion, c'est ce que je fais. Le contrôleur financier, pour moi, c'est quelqu'un qui fait de la compta, qui fait de la consolidation. Et après, ça dépend aussi des entreprises, hein. Tu as des entreprises qui peuvent rechercher des contrôleurs de gestion, mais qui mettent sur la fiche de poste contrôleur financier. Donc, bien évidemment, toi, tu sais que tu es contrôleur financier, mais tu fais des missions de contrôleur de gestion. Donc, ça dépend des entreprises. Chez nous, en tout cas, le contrôleur de gestion, c'est ce que je fais. Et le contrôle financier est plus rattaché au service comptabilité. C'est un peu un comptable plus parce qu'il peut faire certaines analyses, mais c'est en aucun cas le même métier, à mon avis, hein, peut-être que... Ok, bon. En tout cas, j'espère qu'avec ces quelques éléments, ceux qui m'ont interpellé comprennent, essaient en tout cas de voir les nuances entre les deux. Et peut-être business analyst, ça c'est encore autre chose. Business analyst, t'es plus, tu travailles beaucoup plus avec les... C'est des métiers qui sont beaucoup plus rencontrés. Quand j'étais business analyst en stage chez Yves Rocher, je
travaillais pour la marque Dr. Pierre Rico, j'analysais les ventes. Donc, tu es vraiment un analyste de vente. Ok. Tu n'as pas tout un PNL, tu analyses vraiment les ventes. Ok. Voilà, tu travailles par exemple avec les commerciaux et tu analyses leurs ventes. Voilà, quels sont les commerciaux qui vendent du mieux, quels sont les commerciaux qui vendent mieux, pourquoi ils vendent du mieux. Donc, tu es plus dans l'analyse des ventes. Donc, tu t'arrêtes vraiment à la partie vente. Tu n'as pas tout un PNL à ta charge, tu as juste vraiment la partie vente. Donc, moi, le business analyst, c'est vraiment ça. Le compteur de gestion, il peut avoir tout un PNL en fonction des entreprises, bien évidemment. En tout cas, bien sûr, on vous lit dans les commentaires ceux qui ont des postes de contrôleur financier avec ce que Yvan nous présente en tant que contrôleur de gestion. Est-ce que vous retrouvez, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que Yvan nous raconte aujourd'hui? Je ne sais pas, mais on vous lit dans les commentaires et on apprendra forcément tous. Du coup, si on chute sur le nerf de la guerre, aujourd'hui, si vous êtes contrôleur de gestion, souvent, ce qui oriente les gens, c'est ce qui rapporte le plus en plus. En Europe, aujourd'hui, il y a l'inflation dans tous les sens, le taux augmente. Il faut qu'à la fin de la journée, moi, je puisse remplir mon frigo et remplir de la meilleure des façons mon frigo, que je puisse avoir quelques mois pour aller dépenser mon argent, je sais pas, sur une île bien exotique comme il faut là. Comment, quelles sont les tranches, les grilles de rémunération de contrôle de gestion les premières années en termes d'évolution? Ça donne quoi? Déjà, le contrôleur de gestion nourrit son homme, comme on dit de façon globale. D'accord. Le contrôleur de gestion nourrit son homme, ça, il n'y a vraiment pas, il y a pas de souci. Et c'est varié, vraiment c'est varié. Je me souviens à l'époque, quand je sortais d'école, je postulais certes en audit, mais je postulais aussi en contrôle de gestion. Ce qui est difficile quand tu sors de l'école pour obtenir un CDI en contrôle de gestion, c'est que le contrôleur de gestion junior, c'est de 1 à 3 ans d'expérience. Donc, quand tu sors d'école et que tu candidates pour un poste de contrôleur de gestion junior, tu compétis avec des gens qui ont potentiellement 2 ans d'expérience en CDI. Oui. Donc, c'est très difficile d'avoir un CDI à la sortie de l'école en contrôle de gestion. Maintenant, si tu as l'opportunité d'en avoir un, moi, je me souviens à l'époque, c'était en 2018, en fin d'année 2018, le premier CDI que je n'avais finalement pas signé, mais la première promesse d'embauche que j'avais signée, c'était contrôleur de gestion et j'avais 39 000 euros bruts en fixe avec une prime sur objectif d'1 mois de salaire et une participation et intéressement de 3 000 euros. Donc, ça va, tu as 39 plus 3 000, plus 3 000 encore. Tu peux te retrouver à 45 000, 44 000. Oui, sortant d'école 2018. Sortant de l'école, c'était plutôt bien. Très bien. Il n'y a pas beaucoup forcément de métiers qui te donnent ça quand tu sors d'école. Sortir d'école, c'est plutôt bien. C'était chez Galeries Lafayette, justement, à l'époque. Donc, quand tu as l'opportunité d'avoir un premier CDI en contrôle de gestion, et après, ça dépend des entreprises. Hein. Voilà, c'est une entreprise qui est assez connue, Galeries Lafayette. Voilà, ils font du chiffre, même si c'est un peu compliqué ces dernières années. Mais en fonction des entreprises, tu peux avoir… après, la fourchette est vraiment large. Donc, je peux trouver des entreprises qui te donnent 33 000, 34 000, comme d'autres qui t'en donnent 44. Et ça dépend de l'école aussi. Donc, il suffit que tu sois diplômé de HEC et que tu aies fait tous tes stages en contrôle de gestion, par exemple. Même si tu vas difficilement trouver un diplômé de HEC en controlling, ce n'est pas un métier qui intéresse beaucoup. C'est des personnes qui sont à HEC, je n'en connais pas beaucoup. Pas beaucoup dans le métier. Mais oui, et 3 ans, 4 ans plus tard, c'est quoi malheureusement. Est-ce qu'on roule sur l'or 3-4 ans plus tard, 5 ans, 10 ans plus tard, c'est quoi? À la différence de l'audit que je faisais avant, c'est qu'en entreprise, même de façon générale, donc ce n'est pas le fait du contrôle de gestion, c'est en entreprise de façon générale, les salaires n'augmentent pas assez vite, n'augmentent pas plus vite, n'augmentent vite comme quand tu es en cabinet. En cabinet, tu peux prendre du 10% annuel, tu peux prendre même du 15% annuel. En entreprise, non, tu ne verras jamais ça. Généralement, en entreprise, ils s'alignent à l'inflation, ils te donnent un peu plus et ça y est, c'est tout. Et en fonction de tes performances, on peut te rajouter un peu plus. Donc, tu peux avoir du 3%, 4% à la limite par an, mais c'est vraiment le maximum. Donc,
Mais l'avantage en contrôle de gestion, c'est que comme tu as une vision assez large de l'entreprise, tu peux passer du contrôle de gestion à plusieurs autres métiers derrière. Donc, quand tu es en audit, tu as cette possibilité-là d'aller dans faire plusieurs métiers. Mais quand tu es contrôle de gestion au sein d'une entreprise, c'est un métier qui est assez bien vu parce que voilà, tu as la partie financière, mais tu as également la partie business. Parce que pour pouvoir accompagner les opérationnels, tu dois toi-même comprendre l'activité. Et vraiment, et je suis dans une entreprise qui met vraiment un point d'honneur à cela. Il faut vraiment comprendre l'activité pour pouvoir participer aux différentes réunions avec les opérationnels. Donc, tu peux passer du contrôle de gestion à plein d'autres métiers au sein de la boîte. Et c'est à ces moments-là que tu peux faire des gaps en termes de salaire. Mais si tu restes en contrôle de gestion, bon, tu vas pas faire d'énormes gaps. Mais il faut savoir que généralement, les DAF, tu ne peux pas être DAF sans avoir fait du contrôle de gestion. C'est très, 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 très rare. La plupart des DAF, des directeurs financiers aujourd'hui, ont fait du contrôle de gestion. Le directeur financier du BMW France actuel, il a fait du contrôle de gestion. Il a été patron du contrôle de gestion dans différents marchés. Aujourd'hui, il est directeur financier. Donc, la plupart des DAF, franchement, je n'ai pas un pourcentage en tête, mais je pense que la plupart des DAF sont passés par du contrôle de gestion. Donc, c'est un métier en finance d'entreprise qui est vraiment bien vu au sein des différentes organisations. Ok, ça marche. Bon, je vois le temps qui passe. Je crois qu'on a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais bon, après, ça témoigne de tout ce qu'il y a à dire et la façon dont Yvan en parle, c'est de façon tout à fait passionnée et il nous explique. Donc, je pense qu'on a suffisamment de quoi se mettre sous la dent pour comprendre en fait ce que Yvan fait comme métier, comme contrôle de gestion, le rôle, les comparaisons qui ont été très utiles, je pense, avec le métier d'auditeur qui est aussi un métier très demandé, très cherché en début de carrière. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. J'espère qu'il a été assez clair, qu'on a abordé les différents éléments que vous auriez aimé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions, que ce soit moi ou Yvan, on essaiera d'y apporter les réponses. Et comme on a dit, on vous lit en commentaire si vous avez des suggestions. Ou alors il y a des différences avec la façon dont le contrôle financier est implémenté dans ton entreprise. Comme on disait, ça dépend des entreprises, mais et voilà. Un mot pour la fin, Yvan? En tout cas, merci de m'avoir une fois de plus invité sur ta page. Il faut rappeler que c'est une page que je suis vraiment au quotidien. Donc, parce que tu as des thématiques vraiment intéressantes. Moi, j'encourage vraiment les gens à suivre la Compta Finance. C'est une page intéressante. Ça change de ce qu'on voit, on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Et c'est bien de voir des jeunes personnes qui parlent des métiers qui sont souvent éloignés et qui permet de vulgariser la comptabilité, la finance. Donc, moi, je profite de ce temps pour dire bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ce travail de vulgarisation. Moi, je te suis et j'encourage vraiment les gens à te suivre. Et plus particulièrement, intéressez-vous au métier du contrôleur de gestion. C'est un excellent métier. Si vous voulez évoluer au sein d'une entreprise, intéressez-vous au contrôle de gestion et vous ne serez pas déçus. Ok, nickel. Merci Yvan. C'est à toi. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Salut!